Bonjour, dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florian Gomet. Florian est un aventurier et un explorateur du corps humain. Pendant 10 ans, il a fait de longues marches du nord américain jusqu'au bout de l'Europe, sans moyens motorisés, parfois sans manger ou sans chaussures. Il nous parle de l'alimentation vivante, de l'exposition au froid et de tous ces antidotes qui l'ont permis de repousser ses limites. A tout de suite pour notre conversation. Bonjour Florian, je suis ravie de te rencontrer. Tu es Florian Gomet, tu es un aventurier explorateur. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter avec tes propres mots et nous raconter un petit peu ton parcours? Bien, bonjour à toi, merci de ton invitation. Donc, j'ai 36 ans, je vis en Bourgogne et depuis 6 mois environ, je consacre mon temps exclusivement à aller à ce qu'on appelle l'éducation à la santé, c'est-à-dire que je continue pour moi-même déjà d'une part d'explorer, de découvrir les lois du vivant qui concernent notamment la santé, comment est-ce que notre corps fonctionne pas dans les détails, mais dans les règles générales par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie, la respiration, le repos, voilà les choses de base. La base qui est malheureusement pas si connue que ça, hein, voire même pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'expérimente sur moi des choses qu'on m'a pas apprises à l'école. Et puis j'aide les personnes aussi à changer leur manière de vivre, notamment de s'alimenter, afin de les aider à retrouver la santé et à se régénérer. Avant d'en arriver là, je suis passé par des chemins assez alambiqués. J'ai démarré comme prof de maths, donc j'ai presque envie de dire aux antipodes de la santé, parce que les maths, c'est quelque chose de très abstrait, où on n'est pas du tout dans le corps et on est beaucoup dans le mental. Et ça répondait à un besoin voilà, de comprendre les choses. Quand même, ce n'était pas non plus complètement dissocié de ce que je fais maintenant. Il y avait un souci aussi de rigueur scientifique qui ne m'a pas quitté depuis. Sauf que ce métier-là, à travers l'éducation nationale, bah, ça me comblait pas du tout. J'ai même envie de dire que ça me rendait malheureux. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc j'ai démissionné au bout de 2 ans. Et après, bah, pendant 10 ans, je me suis cherché. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, bah, ma vie n'était pas tracée jusqu'à la retraite avec une carrière dans l'éducation nationale. Je devais repenser mes objectifs, repenser mes buts dans la vie, ma carrière aussi. Donc, ne sachant pas où aller, je me suis dirigé vers les expéditions. C'était les livres de Mike Horn qui m'ont fait rêver. Donc, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire la même chose. Et donc, je suis parti faire des expéditions pendant 10 ans, enfin, pas 10 ans de suite, hein, je partais quasiment tous les ans, quelques mois, faire des expéditions principalement dans les zones montagneuses ou dans le Grand Nord canadien, norvégien. Et je faisais ça, moi, c'était mes bouffées d'oxygène, c'était une manière de survivre dans une société qui ne me convenait pas du tout. Et avec le recul, j'ai compris qu'en fait, je partais dans ces endroits où il y avait quasiment personne pour me reconnecter à la nature, me reconnecter à la vie, me reconnecter à moi-même. Et, euh, et ça m'a amené progressivement vers l'hygiénisme parce que bah, je souhaitais repousser mes limites. C'est un petit peu le but en faisant des expéditions, se connaître soi, connaître la nature, la vie. Et donc, en voulant repousser mes limites, ben, il y a un moment, on arrive face à un mur. Hein. Il y a toujours un mur à un moment donné. Et ce premier mur, c'était lié à mon hygiène de vie, mon alimentation. Et donc, c'est en voulant repousser ce mur ou en passant sur les côtés que voilà, j'ai été amené à m'intéresser aux jeunes, à l'alimentation vivante. Et ce qui m'a permis après de faire des premières mondiales comme la marche enfin, cette randonnée de 360 km dans le Grand Nord canadien que j'ai réalisée sans manger. Et puis l'été dernier, la traversée de l'Europe pieds nus, sans équipement, sans argent, sans papier, en mangeant que des fruits et des légumes crus. Ça, c'était une autre aventure inédite que j'ai pu réaliser uniquement parce que j'avais apporté des grands changements dans ma manière de vivre, dans mon hygiène de vie. Et jamais j'aurais pu faire ça autrement. Donc voilà un petit peu les chemins qui m'ont conduit à m'intéresser au vivant, à la santé et à promouvoir une autre manière de vivre maintenant.
D'accord, merci. Et ton changement d'hygiène de vie s'est fait progressivement? Au départ, tu avais quand même une hygiène de vie plutôt saine ou alors ça a été un virage radical? Tu as eu des petits cailloux qui t'ont mené vers ce changement? Alors, j'avais dès le départ le souci de faire les choses bien, sauf que il suffit pas d'avoir la volonté ou les bonnes intentions. Quand on n'a pas les bons outils et les mauvaises croyances, même quand on veut faire bien, ben, on n'arrive pas à de bons résultats. Donc, avant de changer d'alimentation, je suivais ce que les diététiciens conseillent, hein, à faire des repas complets avec les protéines, les glucides, les lipides. J'avais des tableurs chez moi sur Excel avant de partir en expédition où je vérifiais, par exemple, qu'il y avait bien tous les groupes de vitamines, etc., dans les bonnes proportions. Donc, je faisais les choses de manière traditionnelle et assez bien dans le sens où j'évitais tout ce que l'on sait déjà maintenant qui n'est pas très bon pour la santé, comme le chocolat, la charcuterie, l'alcool, pizza, hamburger, kebab, etc. Vraiment tout ce qui était tout ce type d'alimentation dont on sait que c'était pas très bon, moi j'évitais quasiment systématiquement. Donc je suis parti sur une base quand même à peu près solide d'un point de vue traditionnel. Sauf qu'en fait, bah, ça ne suffisait pas parce que voilà, il y avait plein de choses qui étaient cuites, il y avait des produits animaux, etc., qui n'étaient pas du tout optimum. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, on pouvait se nourrir exclusivement de fruits et des légumes crus sans manquer de quoi que ce soit, à ce moment-là, j'ai plongé vraiment la tête la première dedans et j'ai vidé les placards de tout ce qui n'était pas vivant. Et donc, j'ai vidé pas mal de choses et j'ai fait vraiment les choses de manière brutale, on va dire. Ce qui n'était pas une bonne chose pour le corps, parce que ça crée vraiment une sorte de traumatisme. Après, moi, c'est ma manière un petit peu personnelle de fonctionner, de faire les choses franchement. Mais comme je n'avais pas encore les bons outils, et là, je parle des purges, parce que sans les purges, on ne peut pas arriver à une alimentation 100% végétale et vivante. À ce moment-là, pendant 4 ans, j'ai tourné en rond avec des craquages réguliers. Donc, j'ai quand même fait les choses de manière assez franche dès que j'ai pris conscience qu'on pouvait s'alimenter autrement. Mais après, voilà, j'ai été rattrapé par les pulsions alimentaires et les anciennes habitudes dont j'avais du mal à me débarrasser. Et ça a pris 4 ans. Et après, ça fait donc maintenant quasiment 3 ans où voilà, je mange exclusivement 100% vivant, sans subir de frustration et voilà, et avec beaucoup de joie et de plaisir pour le corps et ma santé avec cette manière de m'alimenter. D'accord. Et tu parlais d'avoir essayé de trouver tes limites quand tu faisais tes expéditions. Tu as senti que tu as pu repousser tes limites? Et peut-être d'abord, ça fait quoi d'arriver au bout de ces limites? Alors, la première fois que je me suis rendu face à mes limites, donc là, je me blessais très régulièrement, je ne pouvais plus courir, j'avais une sciatique notamment. Et donc, il y a un côté de frustration parce qu'on sait qu'on peut aller plus loin, mais on est face à un mur et on ne comprend pas comment on va le dépasser. Et d'autre part, j'avais vraiment une grande confiance, c'est-à-dire que j'étais certain que mon corps allait trouver la solution, donc je ne m'inquiétais pas. Je ne savais pas quand est-ce qu'il allait trouver la solution, ni comment, mais voilà, j'avais vraiment une grande confiance en ça. Donc, je n'étais pas inquiet, mais voilà, je me demandais comment ça allait se produire. Et là, le déclic, il est arrivé avec un livre qui parlait de la course pieds nus, le livre Born to Run. Et donc, quand j'ai lu ce livre où on explique pourquoi les chaussures avec amorti déforment la foulée et sont responsables de problèmes de dos, donc moi, c'était mon problème de sciatique qui faisait écho à ça, ben là, c'était la révélation. Et en fait, j'ai tout de suite compris que bah, voilà, j'étais prêt pour recevoir ce message-là. Et donc là, ça a été un de mes premiers changements principaux d'hygiène de vie. Je me suis mis à marcher, à courir pieds nus le plus souvent possible et mes problèmes de sciatique ont disparu. Et puis ensuite, c'est enchaîné les changements d'alimentation. Hein. Dans les quelques mois qui ont suivi, il y a eu beaucoup de changements comme ça, où je me suis mis à changer d'alimentation et à jeûner, ce qui a permis aussi vraiment de passer ce premier mur. Et, euh, et donc, pour te donner un exemple, quand j'ai réalisé la marche sans faim, cette longue randonnée sans manger, avant mes changements alimentaires et d'hygiène de vie globaux,
j'étais incapable d'attendre l'heure du déjeuner ou du repas du soir décalé de plus d'une heure. Parce que voilà, soit je me mettais à avoir la tête qui tourne, soit ça me mettait dans un état d'humeur exécrable. Et quelques années après, eh bien, j'étais capable voilà, de marcher 2 semaines sans manger, de conserver un état d'humeur stable. Donc pour moi, la différence, elle était énorme et jamais j'aurais été capable de faire ça si je n'avais pas préparé le terrain avec un changement d'alimentation et avec un nettoyage régulier du corps. Et c'est la même chose pour ce que j'ai réalisé l'été dernier. J'ai couru 45 km par jour pendant 3 mois environ, pieds nus. Et ça, je sais que jamais j'aurais été capable de le faire si j'avais porté des chaussures, ne serait-ce que ça, par exemple. Parce que comme j'avais une mauvaise foulée avec chaussures, ce qui est le cas de 80% des coureurs environ, eh bien, je me serais blessé, j'aurais eu des douleurs, etc. Alors que là, j'ai eu vraiment zéro problème au niveau musculaire, au niveau tendineux ou osseux. Voilà, j'ai vraiment eu aucune limite par rapport à ça. Et puis, comme je n'avais pas d'argent et que je mangeais ce que je trouvais, ça m'a permis aussi de ne pas être freiné par rapport à ça, parce que les jours où je ne trouvais pas grand-chose ou rien du tout, ça ne m'empêchait pas de faire ma journée. Et voilà. Donc après, peut-être que je doute franchement que des personnes soient capables de faire ça avec une alimentation traditionnelle. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait, donc ça ne me surprend pas. Mais si quelqu'un me prouve le contraire, voilà. D'accord. Et justement, tu penses que ce que tu réalises, c'est à la portée de tout le monde ou tu as quelque chose de spécial? Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à certaines personnes pour adopter un mode de vie plus sain, pour aller trouver leurs limites? Alors, je pense que ce que je fais, c'est vraiment accessible à n'importe quel corps physique qui n'a pas de pathologie grave. Donc déjà, personnellement, je suis né prématuré avec des gros problèmes, enfin pas des gros problèmes, mais des problèmes de santé très récurrents quand j'étais enfant. Donc, et puis, je n'ai pas un physique spécialement robuste. Il y a bien des athlètes qui sont plus performants que moi dans les disciplines que je pratique. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui physiquement soit particulier. La différence que j'ai, je crois, avec les autres personnes, c'est plutôt au niveau du mental. J'ai un mental qui est extrêmement fort et c'est ça qui me permet, j'ai envie de dire, de vaincre l'inertie. Cette inertie qui provient de nos conditionnements, de nos croyances que la société, consciemment et inconsciemment, nous véhicule depuis la naissance. Et donc, en fait, c'est contre ça qu'on lutte en général quand on veut changer de manière de vivre, quand on n'est pas satisfait de sa vie et qu'on essaye de trouver autre chose. On est souvent englué dans nos habitudes, dans nos schémas. On a du mal à sortir de ça. Et c'est ça qui me permet justement de faire ce que beaucoup de personnes auraient du mal à faire. Pas parce que je suis plus capable que physiquement, c'est simplement que mentalement, j'ai une force, enfin c'est comme ça que j'analyse le phénomène, hein. J'ai le sentiment d'avoir une force qui me permet vraiment de vaincre cette immobilité, cette inertie. Et cette force-là, c'est peut-être même pas forcément une force, mais c'est peut-être simplement une sensibilité, dans le sens où dès que je fais des choses où je sens que je suis en train de mourir à petit feu, à ce moment-là, j'ai vraiment une alerte qui se met en place tout de suite. Je le ressens vraiment et j'attends pas de voilà, ça crée quelque chose comme une frustration, voire presque une colère à l'intérieur de moi. Et dès que je me sens mourir à petit feu, eh bien, je peux pas rester dans cette situation-là. Je peux pas trouver des compromis ou m'en satisfaire. Voilà. Donc j'ai vraiment cette alerte-là qui se met en route et qui me pousse un petit peu comme si j'avais le feu aux fesses pour faire quelque chose. Et c'est peut-être ce que les autres personnes ont de moins développé, cette sensibilité à sentir qu'elles sont en train de mourir à petit feu lorsqu'elles restent dans leurs habitudes, dans leur confort, qui, sans les rendre heureux, les anesthésie. Et si j'avais un conseil à donner pour sortir de cette anesthésie, sortir de cette inertie, eh bien, c'est toujours la base des bases, hein, c'est le changement d'alimentation, et les purges, notamment la purge au ricin. Et je vais expliquer pourquoi.
Il n'y a rien de monomaniaque à ce que je parle de la purge au ricin aussi souvent. C'est simplement que c'est quelque chose de fondamental. Je vais parler très brièvement du fonctionnement de notre cerveau. Une des particularités incroyables du cerveau, c'est sa plasticité neuronale qui fait qu'il est capable de créer des nouvelles connexions pour qu'on mette en place de nouvelles habitudes. Et il se trouve que quand on mange des féculents qui sont cuits ou des produits laitiers qui contiennent de la caséine, eh bien, il se trouve que cette caséine ou cet amidon cuit, l'industrie l'utilise pour fabriquer des cols, comme les cols à bois, par exemple. Et donc, quand on consomme ces deux types d'aliments, eh bien, en fait, on crée des résidus, la digestion crée des résidus que le corps va avoir beaucoup de mal à éliminer, à faire sortir du corps, parce que ce sont des cols qui vont rester dans le corps et qui vont se fixer sur les organes, empêchant le bon fonctionnement du corps humain, et vont se fixer y compris dans le cerveau, empêchant la plasticité cérébrale de bien fonctionner. Ce qui fait que quand on consomme ce type d'aliments, que ce soit les produits laitiers ou l'amidon cuit, eh bien, on va se retrouver avec des difficultés à changer ses habitudes et à voir la vie sous une autre perspective, parce que cette plasticité cérébrale ne fonctionne pas de manière optimale. Voilà. Et c'est là où le changement d'alimentation est pour moi quelque chose d'un élément clé. C'est que ça va nous permettre, d'une part, en arrêtant les produits laitiers et l'amidon cuit, d'arrêter de s'empoisonner avec des cols. Et ensuite, en utilisant les purges au ricin, ces purges au ricin, elles ont vraiment la propriété prodigieuse d'aider notre corps à se nettoyer de ces cols-là. On va littéralement les faire sortir par les selles. Et la purge au ricin est vraiment salvatrice parce que le corps, face au cours des millions d'années d'évolution, n'a jamais été confronté à affronter les cols des produits laitiers et de l'amidon cuit. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que la nature avait prévu que l'on consomme, que l'on produise. Et donc, l'huile de ricin, c'est vraiment une panacée pour ça. Et voilà les conseils que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent vraiment mettre en place des changements dans leur vie. Ça va passer par l'alimentation parce que ça va jouer sur tellement de plans à côté que ça ne va pas jouer juste sur le contenu de l'assiette. Voilà. Changement d'alimentation, se diriger le plus possible vers l'alimentation vivante, c'est-à-dire végétale crue, et faire des nettoyages réguliers avec des purges pour nettoyer son corps de l'intérieur, ce qui va permettre de se reconnecter à son être intérieur, de se reconnecter à son intuition et de monter en vibration, ce qui permettra d'aller là où on a envie d'aller. D'accord. Merci beaucoup pour ce conseil. Parce que toi, tu l'as senti aussi ces changements au niveau mental. Tu pratiques peut-être d'autres types de méditation ou d'autres choses ou tu t'es reconnecté à ton intuition en faisant tous ces changements? Alors, effectivement, mon intuition est beaucoup plus forte et plus juste qu'avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magique parce que sinon, avant, on avait un peu l'impression, enfin, c'était mon cas personnel, d'être un petit peu seul dans mon coin, sans boussole, j'ai envie de dire, ou sans GPS. Et puis, quand on se reconnecte à son intuition, ben, on reçoit des messages, on sent les choses, on sent là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Et donc, on est capable de faire des choix judicieux qui vont nous apporter du bien-être, de la joie et d'aller dans des domaines qui vont être constructifs pour nous et pour la société. Et moi, j'ai personnellement vu le changement. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, réservé. Bon, ça se voit encore un peu d'une part, mais il y a quelques années, jamais j'aurais été capable, par exemple, de prendre la parole sur des vidéos comme ça, d'apparaître dans des films pour oser montrer ce que je fais. Voilà. Donc pour moi, les changements sont énormes en l'espace de seulement 3 ans. Ce qui est vraiment beau à voir, c'est que ça arrive chez tout le monde. Toutes les personnes qui vont changer d'alimentation et faire ce travail de nettoyage avec les purges, on va observer chez elles une transformation incroyable. À la fois, c'est une transformation, une régénération du corps vers la pleine santé et une forme de mue, j'ai envie de dire. Pour moi, les purges, je les vois un petit peu comme une potion magique envoyée par les dieux, qui nous permet de se libérer d'une mue un petit peu. La mue des conditionnements, la mue des croyances négatives et limitantes, la mue de toutes les mémoires négatives. D'accord.
Et j'avais aussi envie d'aborder un autre thème que tu as évoqué, c'était l'exposition au froid. Tu m'en parlais comme un des outils qui est dans ton amélioration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, comment tu pratiques cette exposition au froid? Qu'est-ce que ça t'apporte? Mhm. Alors, l'exposition au froid, je l'ai découverte il y a 6 ou 7 ans environ. Pour moi, au départ, c'était une manière un petit peu enfantine de renforcer le corps. En voyant un petit peu, en testant un petit peu ses limites. C'était un jeu, voilà, et en plus un jeu qui permet de produire des endorphines il y a un sentiment d'euphorie qui arrive juste après le bain froid. Donc moi, je l'ai vécu vraiment comme un sport, un nouveau sport que je venais de découvrir, voilà, avec beaucoup d'amusement. Et puis ensuite, j'ai fini par comprendre un petit peu la logique qu'il y avait derrière, parce que les pratiques hygiénistes comme les bains froids, il y en a plein, hein. Il y a les respirations, le yoga, la méditation. Ça paraît un petit peu différent tout ça, mais en fin de compte, tout est lié. Et le lien qui unit toutes ces pratiques-là, c'est simplement que ce sont j'appelle ça des antidotes. Voilà. Dans toutes les activités qu'on peut faire dans sa vie au quotidien, il y a des choses qui nous apportent de l'énergie vitale, qui vont nous servir pour être en bonne santé, pour se régénérer, pour faire ce dont on a envie de faire, pour se sentir bien. Et puis, il y a toutes les activités qui vont nous faire perdre de l'énergie, tout ce qui est par rapport au stress ou les comportements inadaptés. Et donc, il y a des choses La logique, c'est de faire des choses la logique de l'hygiénisme, hein, c'est de faire des choses qui nous apportent de l'énergie vitale et de limiter ce qui nous empêche ce qui nous fait perdre les fuites énergétiques, en gros, de limiter ces fuites. Donc, il y a des choses il y a des comportements qu'on peut changer, des habitudes de vie qu'on peut modifier pour éviter ces fuites énergétiques. Et puis, il y a des choses qui sont liées à la société et pour lesquelles on n'a pas de prise dessus. Voilà. Et donc, les pratiques comme les respirations, le bain froid, yoga, méditation, ce sont des antidotes qui permettent de récupérer une partie de l'énergie qu'on a perdue dans ces fuites énergétiques. Voilà. Et donc, pour être plus concret dans le cas spécifique des respirations, dans le cas des bains froids, le contact avec le froid permet de stimuler le système immunitaire, ça permet aussi de faire sortir les cols de l'organisme sans passer par les purges, même si ça ne les remplace pas complètement, ça complète leur travail, c'est un travail en parallèle. Ça favorise la circulation de la lymphe. Enfin voilà, il y a plein de vertus. C'est bon pour la circulation sanguine, ça muscle les petits muscles des veines, ce qui fait que ça soulage le travail du cœur, ça stimule la circulation de la lymphe, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin voilà, il y a une dizaine en gros de choses très bénéfiques que produisent le froid. Donc c'est un formidable allié, le froid, pour entamer une transition de sa manière de vivre pour aller vers du mieux-être. Voilà. Donc, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et plus on régénère son corps, plus on fait de choses au quotidien qui nous apportent de l'énergie vitale, et moins on a besoin d'utiliser ces antidotes que sont le yoga, la méditation, les bains froids, etc. C'est-à-dire qu'après, on peut les utiliser beaucoup au début parce qu'on en a vraiment besoin, et au fur et à mesure, eh bien, qu'on a changé son alimentation et qu'on nettoie son corps de l'intérieur, ça va vraiment être ça l'élément déterminant. À ce moment-là, ces antidotes, on va les utiliser de moins en moins souvent, uniquement ponctuellement quand on va en ressentir le besoin. Voilà. Donc ton conseil, si quelqu'un viendrait te voir, ça serait plutôt de commencer par mettre en place une alimentation vivante, une alimentation saine, en débutant peut-être par une purge, et puis après, petit à petit, mettre en place tous ces outils si besoin. Ça va vraiment dépendre des objectifs de la personne. Est-ce qu'elle est prête à changer son alimentation ou est-ce qu'elle cherche simplement à continuer de vivre comme avant, mais en mettant uniquement des pratiques en place pour continuer de vivre comme avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est leur cas, hein, c'est-à-dire qu'elles viennent pour une consultation, par exemple, pour mettre en place des changements, pour en fait aller mieux parce qu'elles ne vont pas très bien. Mais si on creuse derrière, elles veulent aller mieux uniquement pour continuer de vivre comme avant.
Donc, si on veut faire ça, si on veut continuer de vivre comme avant, bah, effectivement, on peut pratiquer les bains froids comme si c'était un sport. Ça va permettre de maintenir une sorte d'équilibre au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'on n'ira pas forcément mieux, mais au moins ça va éviter d'aller moins bien. Ou alors si on va un petit peu mieux, ça va rester quand même quelque chose de mesuré. Il ne va pas y avoir des changements énormes dans la vie, mais on va conserver un état de santé. Donc on peut voir les choses comme ça. Soit on cherche un équilibre dans sa vie, on cherche à maintenir les choses vont de manière à peu près correcte et on cherche à les maintenir. Donc, on fait des pratiques hygiénistes dans ce sens-là. Soit il y a vraiment des problèmes de santé ou une insatisfaction générale dans la vie. Et à ce moment-là, il va falloir changer les choses en profondeur sur l'alimentation. Voilà. Parce que par le seul développement personnel, par exemple, on peut arriver à des changements. Hein. Si on pratique beaucoup la méditation, on va arriver à changer sa vie partiellement et aller vraiment vers du mieux-être. Par contre, dès qu'on va arrêter la pratique, eh bien, on va redescendre comme avant. Peut-être pas totalement, mais en tout cas, il y aura un moment où on sentira qu'on redescend. Alors qu'avec un changement d'alimentation et un nettoyage qu'on va mettre en place progressif pour nettoyer tous les liquides du corps, à ce moment-là, on assiste vraiment à une régénération progressive et on a de moins en moins besoin de pratiquer, voilà, tout simplement, parce qu'après, ça devient un état constant. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'avais aussi envie d'enchaîner un petit peu sur tes expériences passées personnelles. Moi, ça me fascine ce que tu as fait, par exemple, avec cette traversée de l'Europe sans argent, avec même sans papier aussi, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Quelles difficultés tu as rencontrées? Quelles leçons tu as apprises de cette expérience? Oui, juste avant, je voulais revenir sur la santé avec le corps. Il y a quelque chose que je voulais rajouter par rapport au lien entre alimentation et le mental et la psychologie. C'est que le simple fait de changer son alimentation, ça va jouer sur les états dépressifs ou à l'inverse, à l'opposé, les états colériques, de colère, etc., d'agitation. C'est vraiment lié à l'alimentation, ce qui fait que quand on va travailler sur des peurs, par exemple, ou sur des colères avec le développement personnel, la psychologie, etc., ça peut produire des effets plus ou moins satisfaisants. Simplement, en jouant simplement sur l'alimentation et sans aller chercher à utiliser les outils de développement personnel, ça va produire des résultats en profondeur, tout simplement parce que quand les humeurs sont propres, eh bien, ça modifie nos humeurs. C'est pas pour rien que les anciens avaient appelé les liquides du corps les humeurs. C'est justement parce que ça joue sur nos humeurs. Voilà. Donc, je ne veux pas dire par là que le développement personnel, il ne faut pas s'y intéresser. Mon point de vue, c'est qu'on vient tous de très loin et qu'il ne faut pas se priver des outils qui fonctionnent. Donc, tous les outils qui fonctionnent, autant les utiliser. Mais c'est dommage de focaliser uniquement sur un outil, alors qu'il y a un travail vraiment holistique à faire et que je pense qu'il faut se fermer aucune porte et jouer sur tous les tableaux quand on est prêt vraiment à faire les changements dans sa vie et aller vers une autre manière de vivre. Voilà. J'en reviens donc à ma traversée de l'Europe. Donc, la principale difficulté pour réaliser ce type de voyage, en tout cas pour moi, ça a été de conserver la paix intérieure et l'optimisme. Voilà. Et c'est une des leçons que j'ai tirées, hein, une phrase qui m'est bien restée, qui m'est venue pendant ce voyage-là, c'est que mon bien le plus précieux, c'est ma paix intérieure. Voilà. C'est ma richesse la plus grande, quand bien même j'avais pas du tout d'argent sur le voyage. Parce que du moment que je reste en paix avec moi-même, bah déjà, je me sens bien intérieurement, indépendamment de ce qui m'arrive ou de ce qui ne m'arrive pas, indépendamment des circonstances. Et puis, le fait de rester dans une paix intérieure et dans de l'optimisme, eh bien, en fait, ça permet d'attirer à moi des situations, des événements qui vont me permettre d'obtenir ce dont j'ai besoin. Voilà. Parce que c'est une des choses bases hein, qu'on apprend comment dire, dans la spiritualité, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce qui nous arrive, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. C'est la loi de l'attraction, tout simplement. Hein. Ce que l'on vibre, on l'attire autour de soi. Voilà. On le produit, on le voit autour de soi. Et donc, si je suis en paix et optimiste, eh bien,
clairement, ça va se refléter dans ce qui va m'arriver, dans les rencontres que je vais faire, dans les événements qui vont se passer. Et donc, je vais trouver des personnes sympas qui vont me donner ce dont j'ai besoin, qui vont me loger, etc. etc. Voilà. Et à l'inverse, si jamais les gens, je ne peux plus les supporter parce que je ne les trouve pas sympas et puis que ce voyage, j'en ai marre parce que je suis crevé et que j'ai envie de rentrer chez moi, à ce moment-là, il va se produire ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais le voir à l'extérieur et donc je vais faire des rencontres désagréables. Voilà. Et c'est ça qui est magique sur un voyage où on n'a rien et où on est totalement dépendant du bon vouloir de l'univers. C'est que cette loi d'attraction, on la prend en pleine face. Voilà, elle est flagrante. C'est pas comme quand on a un compte en banque, on est avec du confort chez soi. Même si la loi d'attraction est toujours autant valable, eh bien, on a notre petite force personnelle qui permet de nous faire croire qu'on maîtrise deux, trois trucs. Voilà. Quand on est dans un voyage comme ça sans rien, on a parfaitement conscience et l'univers nous montre bien qu'on maîtrise rien du tout. Voilà. Donc, pour moi, c'était une formidable leçon de confiance en moi, de confiance en l'autre et en la vie en général. Et donc, voilà, tout le challenge d'un voyage comme ça, c'était de rester optimiste et d'avoir confiance en la vie. Voilà. Donc, je l'ai pas. Globalement, si je suis parti avec cette confiance et que je suis revenu avec une confiance plus grande, il y a eu des hauts et des bas. Tout ce voyage a été une succession de vagues, comme sur l'océan. Des moments où j'étais super bien, il m'arrivait plein de belles choses, et des creux où j'étais mal, il m'arrivait des choses moins sympas. Et donc, toute la difficulté, voilà, c'était de gérer le creux de ces vagues-là, de prendre sur moi, de rester centré, de méditer quand j'avais besoin, d'accepter mes faiblesses et mes limites pour attendre que la vague remonte de l'autre côté. Voilà. D'accord, mais c'est une belle leçon que tu nous partages en tout cas. Et cette paix intérieure, tu la retrouves plus facilement maintenant que tu es revenu? Tu arrives à te centrer plus facilement? Alors oui, c'est lié à tous les voyages que j'ai réalisés. Ça, à chaque fois que je suis revenu de ces voyages-là, je suis revenu avec une richesse, une paix, une confiance en moi et en la vie à chaque fois plus grande. Mais j'ai envie de dire, cette confiance et cette paix, c'est quelque chose qui se cultive. C'est comme un jardin. C'est pas quelque chose qui est acquis. Et une fois qu'on l'a, après, on peut s'endormir sur ses lauriers. Voilà. C'est comme un bel arbre qu'on va aller, à qui on va aller parler, qu'on va entretenir, à qui on va faire des offrandes. Et donc voilà, c'est un travail au quotidien et qui porte ses fruits. Et pour moi, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux de la vie, voilà, de pouvoir cultiver cette confiance et de voir les fruits qu'elle produit. D'accord, merci. Et peut-être pour finir, tu as des projets futurs? Vers quoi se porte ta curiosité en ce moment? Qu'est-ce qui t'attire? Alors, les projets, ça va être de continuer à développer les stages que j'organise autour de la santé. Donc, j'organise des stages où je fais découvrir mon quotidien, une autre manière de vivre aux personnes qui viennent pendant ces stages-là. Comme ça, elles voient qu'il y a une autre manière de s'amuser, de poser des rituels, des habitudes, voilà, une autre manière de penser, de vivre, tout à fait adaptable dans notre quotidien, même si c'est complètement décalé, voilà, ça peut tout à fait s'intégrer. Donc pendant ces stages, ce sont des stages de reconnexion à la vie que j'organise avec Florence Motin. Et donc, pendant ces stages-là, voilà, on fait de la cuisine, plein de pratiques hygiénistes, un jeûne, on teste les purges, on fait des respirations, du yoga, de la méditation, de la sylvothérapie. Voilà. Ça fait partie des stages où on peut tester vraiment un échantillon très large des pratiques hygiénistes qui existent, avec des ateliers théoriques aussi qui permettent de comprendre la logique derrière tout ça, comment c'est relié entre eux, comment ça fonctionne. À côté de ça, j'organise des semaines de jeûne où on marche dans la nature. Voilà, donc ce sont toutes ces activités que je souhaite développer, ainsi que des formations en ligne. Je donne également des consultations pour aider les personnes à changer d'alimentation et d'hygiène de vie. Donc tout ça, je souhaite vraiment le voir se développer au maximum. Et à côté de ça, j'ai encore d'autres projets. Donc, un projet au début septembre de traverser la Corse en jeûnant
avec un groupe de 10-15 personnes, on verra, et que ça fasse l'objet d'un autre film. Ça sera en gros la suite de La Marche sans fin. Voilà. La Marche sans fin, j'étais seul. Pour réaliser ça, cet été, là, en fin d'été, ça va être de montrer la même chose, mais que c'est tout à fait possible de faire ça en groupe, du moment qu'on suit les lois du vivant avec une certaine hygiène de vie. Donc l'idée, c'est de montrer voilà, que je ne suis pas un phénomène particulier, une exception, mais que voilà, toutes les personnes qui mettent en place des changements d'hygiène dans leur vie vont être capables de faire la même chose que moi. Et puis, il y a autre chose qui me tient vraiment à cœur, qui est lié à l'alimentation. Pendant notre entretien, j'ai beaucoup parlé d'alimentation, des purges, des cols, etc., des poisons qui encombrent nos humeurs. Et donc, tout ça, c'est une théorie que je relais parce qu'elle montre ses preuves sur tous ceux qui testent. Hein. Mais ça reste une théorie qui a besoin de s'appuyer aussi sur des résultats, sur des expériences. Et donc, je cherche une équipe de médecins en ce moment pour tester le système immunitaire, pour montrer que quand on mange vivant, quand on fait ses nettoyages et qu'on a des pratiques hygiénistes régulières, à ce moment-là, il y a plein de maladies, de virus et de bactéries contre lesquelles on va devenir résistant très facilement. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre au point une expérience scientifique qui va valider ou pas toutes ces théories concernant l'alimentation vivante pour que voilà, ça ne reste plus qu'une théorie, mais que ça devienne, qu'il y ait des preuves derrière tout ça, quoi. D'accord, merci pour tous ces beaux projets. Et pour terminer, si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un site internet ou un endroit sur la toile pour leur référer? Alors, j'ai mon site internet, c'est www.floriangomet.com. Et sur ce site, il y a aussi les liens pour aller sur ma chaîne YouTube du même nom, ma page Facebook du même nom et Instagram pareillement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Florian, pour tous ces conseils, pour cette riche discussion. Et puis, bonne journée, à bientôt. Et ben, avec grand plaisir d'avoir pris le temps de t'intéresser à mon travail et je te souhaite plein de belles choses et une belle journée. Voilà. Merci.